On va commencer. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là pour cette seconde journée. On va commencer par donner la parole à Jean-Michel Delille, directeur du CEID à Bordeaux, qui va aborder la question en quoi les pratiques de RDRD peuvent-elles s'intégrer dans les stratégies de prévention et de soins et les améliorer dans tous les secteurs des addictions, et quelle place des usagers dans ces modalités d'action. Donc je ferai le timekeeper, et vous avez donc une quinzaine de minutes. Et puis ensuite, je vous rappelle brièvement les règles de l'échange avec la salle, avec priorité à la commission d'audition dont nous nourrissons la réflexion aujourd'hui, et puis ensuite échange avec la salle et échange à travers François Paille avec les internautes. Vous avez la parole pour une quinzaine de minutes. Merci, Monsieur le Président, et merci au Président de la Fédération française d'addictologie et également à Alain Morel, Président du comité d'organisation, de m'avoir permis de tenter de répondre à ces questions difficiles. En introduction, je rappellerai juste que historiquement, le champ de la réduction des risques s'est construit de manière séparée et parfois conflictuelle par rapport au champ classique de la prévention et des soins des addictions, ce qui était un résultat évidemment des politiques de restriction d'accès aux seringues mises en place en France dans les années 72 après la loi de prohibition de 1970 qui avait contribué à créer un climat tendu entre ces différents acteurs. Néanmoins, c'est tout ce que je vais tenter de présenter ce matin. Au fil du temps, la pratique clinique aidant, chacun de tous côtés s'est rendu compte qu'en fait, il était évidemment préférable de travailler de manière combinée, voire même de manière intégrée, et que sans doute les pratiques de réduction des risques avaient tout à gagner à influencer aussi le champ de la prévention et des soins, et réciproquement. Alors pour établir ceci, je vais d'abord me centrer sur la réduction des risques en tant qu'intervention intégrée dans son champ historique, si j'ose dire, puisque c'est là où les données sont les plus robustes. Donc la réduction des risques infectieux, sida et hépatite, chez les usagers de drogue par voie veineuse. Par la suite, j'aborderai les autres secteurs des addictions, où la réduction des risques s'est développée quand même de manière plus récente. Et enfin, ce qui a été sollicité également, une réflexion sur la place des usagers. Alors, approche intégrée, en fait, il y a un travail qui a été à l'origine de cette réflexion. C'est un travail absolument essentiel et central, celui de Charlotte Vandenberg, qui, dans Addiction en 2007, avait publié une donnée concernant le suivi de la célèbre cohorte d'Amsterdam, où il apparaissait que si l'on prenait comme indicateur l'évolution de l'incidence de la contamination donc par le virus de l'hépatite C, et qu'on comparait 3 bras, avec un bras traitement de substitution aux opiacés, donc traitement de l'addiction, un bras réduction des risques purs, entre guillemets, avec échange de seringues, et un bras qui combinait les deux approches, en fait, substitution et RDR, il apparaissait que le seul bras où il y avait une réduction de l'incidence, c'était l'approche combinée. Donc ce travail a évidemment eu un rôle tout à fait fondateur, et ensuite les autorités qui évaluait en fait l'impact des actions de réduction des risques, tel que ça apparaît notamment dans le gros rapport de l'Observatoire européen en 2010, en ont conclu que les programmes de RDR, pour être réellement efficaces, devaient être absolument globaux et flexibles. De la même manière, ces programmes doivent déplacer donc de simples interventions spécifiques, qu'elles soient de traitement ou qu'elles soient de réduction des risques, type de programme échange de seringues, pour avancer vers un ensemble beaucoup plus combiné d'interventions globales. Et c'est actuellement ce qui est recommandé par les groupes de travail au plan européen et au plan international. En pratique, cela a conduit à réfléchir à un élargissement du champ de la réduction des risques. Le champ historique, le canal historique, c'est le deuxième point, c'est réduire le risque de contamination. Mais on voit que sur cette base historique, petit à petit, la réduction des risques a diffusé du côté de l'amont, vers un travail autour des vulnérabilités, et du côté de l'aval, avec des tentatives de réduire la transmission, et même une fois que la contamination a eu lieu, des actions de réduction des risques qui sont tout à fait importantes, c'est-à-dire le dépistage, évidemment, le traitement, on le verra à propos de l'hépatite, et la prévention positive.
En résumé, ça nous amènera, pour ceux qui ont fait des safaris en Afrique, à résumer en disant qu'il faut passer des Big 3 aux Big 5. Alors, les vulnérabilités, c'est la réduction des risques qui progresse dans le champ de la prévention et même de la promotion de la santé, avec tout un travail autour de la déstigmatisation. Une seule illustration, pour aller vite, évidemment, c'est le projet de Break the Cycle qui avait été mis en place par Neil Hunt, lui-même ancien usager, qui s'appuie en fait sur une formation des usagers pour aider des nouveaux venus à éviter de passer à l'injection. Donc on se met sur des populations qui sont vulnérables, des usagers de drogue, mais ce sont des usagers qui vont essayer de les aider à ne pas aller vers l'injection, à éviter ce facteur aggravant majeur. Donc c'est une illustration du travail sur les vulnérabilités. Le cœur historique de la RDR, c'est la réduction du risque de contamination. Or, il y a tout ce que vous avez déjà vu, évidemment, sur la diversité, l'accessibilité des matériels de RDR, notamment avec ce qui se fait actuellement en France, mais un peu partout en Europe, le développement de la disponibilité en milieu rural. Il y a également tout le travail autour des traitements de substitution, dont on voit que leur importance dans le champ de la réduction des risques est une illustration parfaite du fait qu'il faut décloisonner le champ du traitement et celui de la RDR, avec le travail autour des TSO injectables qui faciliteraient l'accès aux soins à des personnes qui en sont encore éloignées. Il y a tout le travail aussi autour de la sécurisation des injections, avec l'excellente publication qui a été faite sur le programme ARLI. Il y a les projets actuellement en cours sur les salles de consommation, qui elles aussi ont un intérêt en matière d'accès aux soins. Mais et c'est là où les choses sont peut-être également intéressantes. Il y a des développements tout à fait actuels et contemporains où on utilise des médicaments, c'est-à-dire des dispositifs de soins, de traitement, à des fins explicites de RDR et qui sont dans le cœur historique de la RDR. Or, dans un certain domaine, c'est plus la prévention du sida, là, c'est la prévention des overdoses, avec tout le travail actuellement pour essayer de développer en France des programmes de naloxone à domicile, si j'ose dire, qui seraient remis aux usagers eux-mêmes pour réduire le risque de mourir par overdose, le leur ou ceux de leurs proches, de leurs copains, de leurs collègues. Et puis, il y a tout le travail actuellement qui est en développement autour de la prévention du risque sexuel, pour le coup, avec le développement des programmes par des antirétroviraux, là en l'occurrence c'est du Truvada, en pré-exposition, c'est-à-dire où on a une action de prévention et donc d'une certaine manière de réduction des risques de contamination qui se fait par l'intermédiaire d'un produit qui est un traitement. Donc où on voit que les cloisons historiques entre prévention, traitement et réduction des risques explosent complètement actuellement avec ce type de développement. Alors après la contamination, là aussi, la RDR ne doit pas s'arrêter, elle doit se développer avec évidemment la prévention positive. Et alors ce qui est un enjeu majeur actuellement, c'est que nous savons au travers de toutes les études de modélisation, notamment vis-à-vis du virus de l'hépatite C, que ce qui est le plus efficace dans la prévention et avec des objectifs même d'éradication de l'épidémie du virus de l'hépatite C, c'est de traiter les porteurs, quel que soit leur stade. Donc une action centrale de RDR, en fait, consiste à traiter massivement. Et actuellement, nous sommes nombreux à travailler auprès du ministère de la Santé et auprès de Madame la Ministre pour que, j'espère, lors de la journée des hépatites, qui est le 25 mai, je crois, dans ce même endroit, dans cette même salle, on puisse avoir des annonces où, enfin, la France serait un des premiers pays à se donner des objectifs explicites d'éradication de ce virus par une généralisation du traitement, quel que soit le degré de fibrose. Donc voilà, il faut passer des Big 3 aux Big 5. Les Big 3, c'est les trois premiers, c'est le cœur de la RDR historique, PES, TSO, communication, auquel il faut rajouter dépistage et traitement, où on voit que dépistage et traitement, le traitement généralisé est un centre vraiment fondamental d'action en matière de réduction des risques, et c'est une illustration de plus de la nécessité de décloisonner. Alors dans les autres secteurs des addictions, l'influence centrale de la RDR, ça a été de faire évoluer les objectifs de soins de l'exclusivité de l'abstinence en tant que gold standard à quelque chose de plus diversifié qui inclut des possibilités d'objectifs autour d'une réduction des consommations, de la modération, et où l'abstinence n'est plus explicitement le seul objectif de soins. On se rend compte que dans ce cadre-là, des dispositifs médicaux, des médicaments comme le baclofène, nalméphène, ou des dispositifs tels que les patchs nicotiniques sont explicitement positionnés sur des objectifs de réduction des consommations et non plus exclusivement sur des objectifs d'abstinence.
l'abstinence. Ça, vous avez dû le voir, mais cela rappelle qu'en termes de santé publique, les gains en termes de létalité sont d'autant plus importants quand on réduit les consommations massives, que les personnes soient dépendantes ou pas. C'est là où on a des gains en termes de pathologie qui sont tout à fait importants et où donc la réduction de consommation est vraiment un enjeu central globalement. Alors c'est intéressant aussi parce qu'on se rend compte que ça peut être auto-évalué par le sujet, abstraction faite d'éléments diagnostiques autour de l'alcoolisme. Donc on voit que c'est quelque chose qui contribue aussi à déstigmatiser la problématique et on voit de ce côté-là aussi une influence de la réduction des risques. Là, je n'arrive pas à passer la suivante, mais je ne désespère pas. J'appuie désespérément sur le bouton vert. On regarde la technique. Ah! Alors voilà, peut-être en résumé, c'est un travail de médecine en 2002, vers quoi on avance et où on voit l'influence réciproque bénéfique des soignants et de la réduction des risques. C'est-à-dire que la médecine ou le soin ou la clinique au plan général ne doit pas reposer exclusivement sur les évidences. Les évidences, les preuves sont un élément important de cadrage scientifique, si j'ose dire, mais ces preuves n'ont d'intérêt en termes de pratiques soignantes qu'à partir du moment où elles sont articulées avec l'expérience clinique du professionnel et surtout avec la demande du sujet. Donc le fait d'adapter le savoir aux demandes et aux attentes du sujet, c'est ça qui permet d'avoir une efficacité dans la prise en charge. Et on voit que globalement, c'est ce qui résume la confluence en fait, des dynamiques de soins et de réduction des risques. Ça, je passe, mais c'est un travail intéressant parce qu'on se rend compte à propos de l'alcool que quel que soit l'objectif de base, on arrive, en ayant des objectifs diversifiés, soit de modération, soit d'abstinence, à avoir un panel beaucoup plus large de sujets demandeurs parce qu'ils se reconnaissent dans leurs propres demandes, mais on se rend compte que ces demandes sont parfaitement évolutives et qu'on ne reste pas nécessairement figé dans sa demande initiale. Quelqu'un qui part sur un objectif de modération peut évoluer vers l'abstinence et vice-versa. Les entretiens motivationnels, le travail autour des stades de la motivation et l'attente d'un objectif partagé avec les usagers, tout ce qui a été développé dans les interventions brèves en matière de soins est clairement là aussi une illustration de l'influence des approches de réduction des risques et de coélaboration de projets dans le domaine du soin et cette fois-ci du soin psychothérapeutique. Or, le tabac, je passe rapidement, mais c'est la place des e-cigarettes qui est évidente dans le cadre des actions de réduction des risques, avec ces tensions qu'il y a eu entre le principe de précaution radicale qui visait à se méfier de tout dispositif qui lui-même pouvait avoir des risques méconnus, et quelque chose qui avance actuellement avec le snuff, le snus, etc., vers une meilleure acceptation de produits à risque réduit, modifié, c'est-à-dire une approche de réduction des risques plus relative par rapport au principe de précaution dans des objectifs radicaux. Là aussi, l'intérêt, c'est d'arriver à décaler en tobacco, où les objectifs sont quand même longtemps restés exclusivement du côté de l'abstinence, vers quelque chose qui est de l'ordre de la réduction. Idem pour le cannabis, en sachant que pour le cannabis, les risques sont très divers. C'est-à-dire il y a certes les risques liés à la fumée, auquel cas le vapotage c'est intéressant, mais les risques liés au THC, eux, existent toujours. Donc les accidents de la circulation, les intoxications, les problèmes psychologiques, les problèmes cognitifs, etc. Quand on reprend les recommandations de RDR cannabis typiques actuellement du Colorado, on se rend compte qu'ils proposent notamment d'utiliser assez facilement le vapotage, de réduire aussi la fréquence des consommations pour réduire les problèmes de santé. Mais qui dit vapoter dit qu'on va avoir des effets qui sont reconnus comme étant bénéfiques par beaucoup d'usagers, meilleur goût, effet plus intense, prix de revient moins élevé, etc., plus grande discrétion. En revanche, ces effets bénéfiques par rapport aux poumons et à la déstigmatisation peuvent avoir des effets qui, eux, vont être négatifs du côté de possibilité d'avoir des débuts de consommation plus précoces, des niveaux de consommation plus importants, un risque à ce moment-là d'avoir des produits également plus concentrés, de devenir plus facilement dépendant. Et les risques ne se limitent pas à la fumée, mais il y a aussi le problème du THC, notamment par rapport aux accidents possibles de la route, dont on sait qu'actuellement c'est en évolution aux États-Unis en lien avec le cannabis, les risques psychiatriques aussi qui ne sont pas dose dépendants. Chez des gens qui ont un mauvais allèle, l'allèle C de ce gène, la KT1, c'est des publications qui sont sorties il y a un mois, une consommation unique de cannabis peut entraîner des troubles psychotiques aigus.
Les stimulants, c'est un domaine en construction, hein, donc il y a beaucoup moins de données, elles sont beaucoup moins robustes. Là, l'influence de la réduction des risques, clairement, c'est d'aller au-devant des gens, puisque c'est des sujets qui se reconnaissent peu dans le monde de la toxicomanie, qui fréquentent peu, à part les usagers de crack, qui sont un petit peu à part, qui fréquentent peu les services de réduction des risques. Donc là, il importe vraiment d'aller au-devant d'eux dans les milieux festifs, chez les jeunes, etc., avec une problématique qui est celle de la réduction des consommations, des breaks, et la question, évidemment, du testing, qui est une bonne illustration des risques, c'est-à-dire c'est intéressant de faire du testing pour éviter les risques liés aux produits de coupage, mais si on renforce la consommation de principes actifs purs, on sait qu'on crée un autre risque. Souvent, les gens ont d'autant plus d'intoxication aiguë que le produit est pur et concentré. Addiction comportementale, il y a quelques expériences liées à l'outreach aussi, notamment dans les casinos, avec un système automatisé en Hollande. Il y a une expérience en cours actuellement en France, avec la Française des Jeux, dans des débits de vente de produits de grattage, de jeux avec des jeunes du volontaire civique. Alors les usagers, voilà un usager actif qui utilisent un médicament, l'analoxone, pour des actions de prévention. Historiquement, ils ont joué un rôle majeur dans l'émergence du dispositif. Actuellement, quand on essaye de voir la diversité des interventions des usagers, il y avait une grande enquête internationale, on se rend compte que c'est très divers. C'est-à-dire qu'il y a des actions de réduction des risques typiques, mais il y a aussi des actions de soins à travers les groupes de Pearl, l'analoxone, la méthadone, etc. Et il y a aussi des actions de prévention. Donc les usagers eux-mêmes investissent en fait la diversité de ces lieux, comme on le voit bien dans ce qui est recueilli dans les expériences type drop-in. D'autre part, les mêmes usagers, il faut voir qu'ils ne limitent pas leur action à la réduction des risques purs. Ils ont été parmi les fondateurs aussi de tous les dispositifs abstinence, communautés thérapeutiques et autres. Ils ont été aussi ceux qui ont réclamé la venue de l'analoxone, qui ont réclamé le Truvada, qui ont réclamé le baclofène, c'était une démarche d'usagers, ne l'oublions pas, qui ont réclamé les e-cigarettes par leur pratique. Donc on voit que c'est eux qui bousculent en fait les frontières et les limites et qu'on doit être attentif évidemment à cette dynamique. Alors les conclusions: combination intervention, intervention intégrée, combinée, bon là j'y reviens pas. Deuxième, il faut réévaluer régulièrement les rapports bénéfices-risques, ne jamais considérer les choses comme acquises. On sait que c'est particulièrement évolutif, que certains risques ne peuvent pas être repérés d'emblée, et c'est à partir du moment où quelque chose se diffuse qu'on peut commencer à vraiment avoir des évaluations plus fines et vraiment réévaluation régulière. Les programmes doivent être diversifiés, on l'a dit. Les lieux d'intervention, de la même manière. Il est évident que tous les gens qui ont besoin d'actions de réduction des risques ne fréquentent pas des dispositifs spécifiques de réduction des risques. Par contre, ils peuvent être rencontrés là où ils vont, à la maternité, dans des dispositifs d'insertion, dans des centres sociaux, dans des centres médicaux, dans des dispensaires, etc. Donc il faut vraiment arriver à développer ces programmes dans l'ensemble de ces structures. Et enfin, évidemment, c'est l'apothéose finale, l'approche intégrative doit permettre à tout patient de bénéficier des services les mieux adaptés à ses besoins et attentes, dans l'idéal, en tout lieu, à tout moment de son parcours. C'est tout le travail actuellement sur les parcours de soins, les parcours de santé même, avec un effort des autorités sanitaires pour labelliser des parcours de santé en addictologie, qui permettait d'intégrer justement les différents dispositifs en matière de prévention, de traitement et de réduction des risques. Vous avez mon adresse pour m'envoyer un petit mot si vous voulez. Et vous êtes tous invités à Bordeaux pour cet excellent congrès qu'on tiendra le 11 mai à la croisée de la recherche et la clinique et qui est co-organisé par le CUID et le Neurocentre Magendie de l'INSERM, avec la venue de personnalités de très très haut niveau international et avec le soutien de la Fédération Addiction. Je vous remercie. Merci pour cet exposé. Vous avez quasiment respecté l'horaire qui vous était imparti, ce qui nous laisse du temps, et c'est heureux, pour échanger. Donc, des questions. Je vous rappelle là aussi la règle du jeu, des questions, si possible, courtes, voilà, qui, à travers l'échange avec l'expert, visent à éclairer et enrichir la réflexion de la commission d'audition, qui, donc... à la priorité pour les dites questions. Oui. Oui, la commission d'audition. Oui, peut-être, moi, j'aurais souhaité que vous nous précisiez l'analyse que vous faites en termes bénéfices-risques sur le tabac du vapoteur.
Alors pour le tabac, de mon point de vue, les choses sont plus simples que pour le cannabis, justement, puisque le risque majeur est lié aux produits fumés, en fait. Si bien que l'avantage des vapoteurs ou des e-cigarettes est de supprimer l'essentiel de la toxicité, finalement, du tabac fumé, qui est lié au goudron, qui est lié aux produits de combustion. Et donc avec une toxicité qui est pour l'essentiel physique, cardiovasculaire, pulmonaire, carcinologique et autres. Puisque la nicotine en elle-même est un produit puissamment addictif, mais n'a pas une toxicité majeure, ce qui permet d'ailleurs d'avoir des dispositifs de substitution. Le débat qui avait entraîné une position relativement fraîche de l'OMS, c'était par rapport au principe de précaution. C'est-à-dire, si on a une lecture radicale du principe de précaution, qui, d'un certain point de vue, est de la réduction des risques radicale, au moindre doute de risque potentiel, on s'abstient d'agir. Ce que certains ont dit, le principe de précaution, c'est un principe d'immobilisme, clairement. Comme disait Edgar Faure, je crois, l'immobilisme est en marche, plus rien ne l'arrêtera. Et alors, avec le principe de précaution, là, on en est à peu près là. Alors, ce que font actuellement des études locales, comme le travail de Dotzenberg, etc., c'est au moins qu'il n'y a aucun doute chez les gens qui sont malades, qui ont des troubles pulmonaires. Là, le rapport bénéfice-risque est évidemment majeur. Mais même en population générale, on peut penser qu'il est favorable, sous réserve de réévaluation régulière, évidemment. On ne sait jamais, effectivement. Mais de mon point de vue, et c'est le point de vue de tous ceux qui travaillent sur les produits modifiés par rapport au tabac, on peut raisonnablement penser que plutôt que fonctionner en tout ou rien, l'approche réduction des risques aussi, c'est choisir un risque moindre et incertain par rapport à un risque majeur et sûr. Oui, devant le foisonnement des initiatives de réduction des risques et des dommages, comment arriver à ce qu'un système d'évaluation prenne en compte cette créativité permanente? On le voit de façon assez décevante pour les e-cigarettes où il n'y a pas d'évaluation, à ma connaissance, en France. Comment imaginer que dans le futur, au fond, toute cette richesse d'innovation est quelque part un lieu de réceptivité de l'innovation? C'est une vraie question qui nécessite que les organismes de recherche s'adaptent à cette nouvelle temporalité. Alors, je ne vais pas de nouveau faire de la publicité pour la journée du 11 mai, mais quand même si. C'est justement important que les chercheurs soient à l'écoute de ce que voient les cliniciens, parce que c'est eux qui voient l'évolution des choses, en fait, en pratique, à cause des rencontres qu'on a avec nos usagers, nos patients, parce qu'on est en contact aussi avec des organismes d'autosupport qui voient l'évolution rapide des pratiques. Et parfois, le temps de la recherche est un peu distinct. Alors, ceci dit, c'est une question qui est classique dans le domaine de l'RDR. J'ai connu l'époque des débats tendus au milieu des années 80, début des années 90, avec l'arrivée de l'AZT, du rétrovir, où les associations d'autosupport réclamaient à tout prix ce qu'on comprenait, les associations de malades, que l'AZT puisse être très vite distribuée largement aux patients sans attendre les résultats des études d'efficacité. Et il y a eu à l'époque des débats tendus entre la rationalité scientifique et sa temporalité, parce que c'est long de faire des études de ce style, et d'un autre côté la demande urgente et pressante des patients qui savaient quand même globalement que c'était des médicaments qui semblaient avoir une efficacité, et on l'a vu ensuite tout au long du développement des trithérapies. Donc ce qui a été possible en termes d'accélération des processus d'évaluation en matière médicamenteuse grâce à l'ANRS par rapport aux médicaments devrait être possible aussi, à mon avis, enfin, il faut le demander, ça doit être une des recommandations de ce groupe, devrait être possible par rapport aux actions d'évaluation des dispositifs de réduction des risques qui eux-mêmes sont en développement constant, sont souvent un peu moins médicaux et donc font moins l'objet de l'attention des systèmes de recherche académique. Donc c'est important que les autorités publiques et les sociétés savantes se mobilisent pour soutenir en tout cas cette dynamique, à mon avis. Madame ? Oui, merci pour cet exposé tout à fait intéressant. Est-ce que tu pourrais préciser quel est le fond de ta pensée en matière de prévention par rapport au cannabis et de réduction des risques par rapport au cannabis, et en particulier chez les plus jeunes, compte tenu de cette ambiguïté ou de cette nocivité à la fois de la question de la fumée et du THC. Et deuxièmement, tu as évoqué la nécessité d'aller dans tous les lieux, et en particulier dans les maternités, pour aller rencontrer les femmes enceintes. En général, quand elles sont à la maternité, elles ne sont plus enceintes d'ailleurs, enfin le plus souvent. Donc ma question, c'est quel est l'état de ta réflexion sur les stratégies de réduction des risques
risque justement sur les femmes enceintes et au plus tôt de la grossesse, et ce, quelles que soient les substances? Merci. Alors, sur le premier point, le cannabis typiquement et le vapotage notamment, ou le dabbing, sont des pratiques qui doivent nous amener à avoir des études de bénéfices-risques continues, puisque les choses sont, encore une fois, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, beaucoup moins simples, entre guillemets, qu'elles ne le sont pour le tabac. On se rend compte que, ce que j'essayais de dire tout à l'heure, des dispositifs tels que des vaporisateurs peuvent avoir un effet bénéfique, évidemment, par rapport au risque pulmonaire, etc., comme avec le tabac, par rapport à la fumée. La différence, c'est que le THC, lui, il passe. Et il passe, y compris, grâce au progrès du commerce, à des dosages de plus en plus concentrés, qui sont mieux tolérés, justement, grâce aux vaporisateurs aussi. Sans parler du dabbing, qui lui permet d'avoir des dosages tout à fait importants. Ce qui fait qu'on commence à voir aux États-Unis, c'est pour ça que c'est à surveiller, en fait, pour nourrir cette réflexion, une augmentation des arrivées dans le service d'urgence suite à des troubles physiques, avec des problèmes cardiovasculaires ou des troubles psychiatriques. On commence à avoir une augmentation aussi des accidents de la route en lien avec le cannabis, etc. On commence à avoir des intoxications pédiatriques, enfin, en plus grande quantité qu'en France. On commence à en avoir aussi en France, mais là, c'est plus élevé. Donc là, typiquement, il faut pouvoir mesurer les bénéfices qu'on obtient sur un certain plan, pouvoir pondérer ça par les inconvénients qu'on a sur un autre plan pour arriver à déterminer des actions rationnelles. Alors c'est très suivi quand même actuellement par les autorités américaines, évidemment, puisqu'ils ont un modèle expérimental magnifique, en plus avec des dispositifs différents selon les États, même parfois selon les comtés, avec des comparateurs intéressants. Donc c'est à suivre pour faire quelque chose d'évolutif. Je crois que l'erreur, ça serait l'erreur de beaucoup de personnes, d'avoir une position figée en on-off par rapport à un problème qui manifestement n'est pas de cet ordre. C'est-à-dire on est pour, on est contre, c'est pas comme ça que ça se passe. Et il va y avoir des pondérations de risques selon les cibles. Donc c'est un travail en construction et un travail très, très complexe. Alors je vais bientôt à un congrès de l'ASAM à Baltimore, j'essaierai d'avoir des nouvelles fraîches, mais c'est vraiment à suivre de très près. Alors sur la maternité, on repère mieux actuellement, si on en reste le reste tabac-alcool, on connaît. On repère mieux la problématique cannabis que par le passé grâce à des grosses études de cohorte, mais surtout on comprend mieux pourquoi ça peut avoir un impact neurodéveloppemental sur le cerveau fœtal. Donc il y a un vrai enjeu en fait à pouvoir informer les futures mamans de cette dangerosité-là qu'elles ne connaissent pas, qui est très méconnue. En plus, le cannabis, autrefois, la pharmacopée américaine, était utilisé dans la grossesse, était indiqué dans la grossesse. Ça réduit les vomissements, ça réduit les douleurs, même en suivi d'accouchement. Donc il y a vraiment du chemin à faire. Information, non culpabilisation, évidemment. Puisqu'on se rend compte que dès qu'on arrive avec des gros yeux, là c'est tout le progrès de la RDR, et qu'on dit qu'il faut arriver vers l'abstinence, on risque d'avoir des effets tout à fait négatifs en fait. Donc il faut avoir une approche collaborative en donnant les éléments d'information qu'on a et puis faire du travail motivationnel comme on fait dans toute autre situation à mon avis. Je vais prendre encore 2 questions, François Dio et monsieur, et puis on gardera un tout petit peu de temps pour les internautes. François. Oui, merci pour votre intervention. Je voulais revenir sur la place des usagers dans les modalités d'action. Le rôle central, vous l'avez montré, qu'ils ont joué dans la lutte contre le sida, entre autres. Ne pensez-vous pas qu'il y a en fait des positions un peu paradoxales de la part de l'État qui finance massivement et à juste titre les dispositifs de soins, les associations professionnelles, les centres de soins, pour une mission de service public, de réduction des risques, d'accompagnement, de soins aux usagers de drogue, et en parallèle des associations d'usagers qui sont très peu financées, avec des moyens réduits, qui s'essoufflent évidemment, et qui pourtant, en termes de créativité, on en a parlé hier soir, sont très présents dans ce débat. Comment améliorer cette place justement des associations d'usagers ? Je soutiens l'option que vous proposez en filigrane, qui serait de donner des financements convenables aux associations d'usagers, puisqu'on sait, notamment dans le secteur des addictions, que ce sont souvent des personnes qui sont
relativement éloignés des dispositifs médiatiques, de communication, qui n'ont pas nécessairement des réseaux sociaux extrêmement importants, au moins pour les usagers de drogue, et qui donc ont d'autant plus de difficultés à se faire entendre. Donc il peut être utile, sous cet angle, que la puissance publique essaye de soutenir la dynamique d'auto-organisation. Je vois néanmoins 2 éléments là aussi à mettre en balance. C'est que les subventions n'améliorent pas nécessairement la créativité. Ça se voit dans des tas d'autres domaines, par exemple le domaine culturel, mais même dans des tas d'autres domaines. On se rend compte dans notre secteur, par exemple, les addictions, que c'était souvent des structures fragiles comme les nôtres, qui étaient très précaires dans le temps, qui ont été des structures très, très efflorescentes par rapport à des structures qui ont des financements qui tombent, etc., qui ne poussent pas nécessairement à la créativité, je pense. Donc c'est un élément juste de pondération, enfin, que je disais pour mémoire, mais qui ne limite pas l'enjeu central qui serait de consolider la finance. L'autre élément, c'est que beaucoup d'usagers le refusent. C'est-à-dire que moi, j'avais fait ma première formation dans le Minnesota, à Minneapolis, et avec des groupes plutôt AA, NA, etc., qui refusaient justement d'être financés par les pouvoirs publics. Et on peut se rendre compte aussi qu'être financé par les pouvoirs publics, il faut avancer avec modération. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus être le bon usager qui va dire ce qu'il faut juste au bon moment, mais ensuite être dépendant de la puissance publique. Donc il faut financer les associations d'usagers en prenant garde à garder la créativité et à ne pas être instrumentalisé. Voilà. Une dernière question en allant à l'essentiel, et puis À les l'essentiel, internautes. ça va être un petit peu difficile. Voilà. Aussi parce qu'il nous Donc, reste 1 minute 20. 1 minute. Voilà. Donc Dominique de Muison, médecin généraliste, encore les généralistes. Donc nous, moi je m'appelle Monsieur Jourdain aussi. Je fais de la pro sans le savoir, et je fais sûrement en tant que médecin généraliste, je fais de la réduction des risques sans le savoir. Je le fais en matière de diabète, je le fais en matière de cardiovasculaire, en tout ce que vous voulez. Toutes les disciplines médicales. Moi, je pense que ce que je vous demande à messieurs les professeurs d'université, c'est de mieux former nos étudiants au départ, quand même, je le répète depuis hier, à savoir, nos étudiants, moi je vois, mais ça se passe, ça arrive, ils savent très bien appliquer des protocoles très rigoureux, une otite moyenne aiguë, ils vont faire un truc très particulier, voilà. En revanche, quand ils reçoivent un patient qui a des gamma-GT un peu élevés et puis qui donc a un problème d'alcoolisme qui débute, là, ils ne sont pas du tout formés, vous êtes d'accord avec moi, je pense là. Ils ne sont pas formés à cette approche, et je pense qu'il faut les former très tôt dans le cursus médical, parce que je trouve que nos étudiants en fin de cursus, ils sont trop protocoles, ils sont trop on-off et point barre. Voilà. Je suis évidemment totalement d'accord, ce que j'essayais d'illustrer avec mes 3 petits cercles tout à l'heure, et à tel point que c'est une position qu'on a formulée d'ailleurs au titre de la Fédération Addiction quand j'avais été auditionné au ministère par la commission santé mentale. Je pense que dans le cadre de la formation actuellement des médecins, compte tenu de l'évolution des problématiques qu'ils ont à gérer, où l'avenir est du côté des troubles chroniques, des troubles complexes, tout ce qui est traitement aigu, tout ça qui se fait à l'hôpital, et a une place évidemment essentielle en médecine. Néanmoins, la pratique médicale, de plus en plus, et les pratiques soignantes, toutes les nôtres, c'est autour des troubles chroniques, complexes, dans la longue durée, etc. Donc, ce qui veut dire que les lieux de formation, de plus en plus, devraient être décentrés de l'hôpital, à mon sens, pour aller vers la médecine générale et les circuits médico-sociaux. On se rend compte que les internes qui passent chez nous dans un cas rude sont vraiment totalement transformés dans leur vision de la médecine, parce qu'ils voient des approches intégratives, psychologiques, sociales, ils apprennent à travailler en équipe, ils voient des problèmes d'hépatite, de sida, de dermato, des problèmes psy, des problèmes comme ça, et ça leur donne vraiment une profondeur d'expérience et une richesse ensuite d'exercice clinique qui est supérieure à ce que peut fournir le seul, c'est nécessaire, c'est même fondamental, le seul apport des preuves académiques. Donc je suis totalement d'accord. François, que nous disent les internautes Oui, matinaux? pas mal de questions. Alors j'ai essayé d'en grouper un peu 3 qui, à mon avis, sont au centre de la réduction des risques et des dommages, notamment sur le plan communautaire. La première, comment réduire le risque de contamination quand la jeunesse décide volontairement de boire, de fumer ou de se droguer, avec une notion connexe qui est comment et qui décide de choisir un risque moindre ou un risque majeur, et de façon peut-être plus simple à répondre, à quel âge commence la prévention? À mon avis, là aussi, je vais commencer par la dernière, effectivement c'est la plus simple, pour y avoir beaucoup réfléchi. Si on prend une chaîne causale classique, c'est-à-dire on part par exemple, c'est tout le problème de l'intégration, prévention, traitement et réduction des risques à mon avis. Si on voit un problème, on travaille par exemple en infectieuse, on s'intéresse au VIH. Le traitement du VIH, bon, c'est soigner des gens, des personnes, etc. Mais ils vont se dire il faudrait prévenir ça, donc il faudrait traiter
ou éviter le passage à la voie veineuse. Et à ce moment-là, on se tourne, c'est du côté de l'addiction qu'on va voir. Mais le côté de l'addiction lui-même, il se dit, mais n'importe qui ne devient pas injecteur. Souvent, on reconnaît que ce sont des personnes qui ont des problèmes, par exemple, d'attachement, des problèmes d'instabilité émotionnelle, de gestion des émotions, etc. On se rend compte qu'une bonne partie d'entre eux ont eu aussi, parmi les injecteurs, des trajectoires chaotiques, des expériences de séparation, de rupture, d'abandon. Donc, du coup, on va travailler du côté du traumatisme. Et puis, on va chercher du côté de la famille. Alors, en clair, le plus tôt, c'est le mieux. Et à mon avis, la meilleure prévention des addictions, c'est la protection maternelle et infantile. On a beaucoup travaillé sur les interactions entre le stress et les addictions. C'est une voie, hélas, royale pour entrer dans le domaine des addictions, hein, les stress précoces, les stress répétés. Et donc, on doit commencer le plus tôt possible. Alors, non seulement par des actions généralistes, globales, d'information, de promotion de la santé, mais aussi avec des interventions qui doivent être ciblées sur les situations à risque, et notamment les familles en difficulté. À mon avis, c'est vraiment un enjeu central. Or, sur la première question, je crois que quand on veut faire la fête, quand on veut rigoler, une chose en tout cas à éviter, c'est de vouloir prohiber totalement tout espace de liberté, tout espace festif. C'est une question sur laquelle on a travaillé parce que souvent le retour est d'autant plus dramatique et explosif. Donc sans doute faut-il réfléchir à des espaces, c'est toute une dynamique de réduction des risques, de fêtes un peu contrôlées où en même temps on peut avoir une expérience de prise de risque, de liberté, d'échappement par rapport aux contraintes familiales et sociales. C'est le rôle de toutes ces institutions de compensation, mais sans se mettre en trop grand danger. Donc arriver là aussi à trouver un équilibre entre la prise de risque et un danger final. Donc à quel moment ça commence? On le sait qu'essentiellement, la période de risque majeur va être au moment de l'adolescence pour des raisons neurobiologiques qu'on connaît bien, puisqu'il y a une fenêtre maintenant qui est bien établie en neuroimagerie d'une dizaine d'années, à peu près entre 15 et 25 ans, où les processus de maturation des zones de recherche de plaisir, d'impulsivité, de recherche de satisfaction immédiate arrivent à peu près à leur fonctionnement maximum à l'âge de 15 ans, alors que les zones de contrôle volontaire, d'inhibition de l'impulsion, de rationalité, d'équilibre, de pouvoir tenir compte de l'expérience, de l'enseignement des parents, de l'enseignement de la société. Donc tout ce qui se passe au niveau du préfrontal n'arrive à maturation que vers 25 ans, donc 10 ans après. Ce qui fait qu'il y a une zone d'ouverture où on est plus dans l'impulsivité. C'est toute la richesse des adolescents et de l'espèce humaine, parce que c'est pour ça qu'on est sorti sans doute de la forêt de la savane, qu'on est allé voir de l'autre côté de la colline. En revanche, ça présente aussi des dangers, et là, ça doit être accompagné et éduqué de manière préventive par la société. Voilà. Merci beaucoup. Alors, deuxième série de questions où on va écouter Vincent Meille du CHU de Dijon et Valère Rogissard, directeur à Aurore Seine-Saint-Denis, sur faut-il distinguer les lieux des lieux et des acteurs en fonction des modalités d'action, qui fait quoi en matière de réduction des risques et des dommages, comment faire de la réduction des risques dans les lieux de traitement, en centre résidentiel de soins, en hébergement social, en prison. Donc c'est Vincent Meille qui commence pour une douzaine de minutes. Bien. Bonjour à tous. Déjà, je remercierai... Parfait. Nickel. Merci bien. Je vous remercie d'assister à cette présentation. Et puis je remercie le comité d'organisation de m'avoir sollicité pour y répondre. Donc, c'est une question qui peut être un petit peu surprenante. Moi, je vais aborder essentiellement les centres sanitaires, les centres hospitaliers, soins de suite, réadaptation et les centres de court séjour en addictologie. Pourquoi je dis surprenant? Parce que même d'un point de vue réglementaire, les missions de ces structures, elles sont fixées par la circulaire de 2008 qui fixe la filière hospitalière en addictologie. Et c'est quelque chose qui est bien précis. Les courts séjours, on doit se dédier au sevrage. Et le soin de suite réadaptation, les SSR, on doit se dédier à la consolidation de l'abstinence et à la prévention de la rechute. Donc spontanément, on a du mal à voir la place de la réduction des risques. Maintenant, on a quand même une ouverture, une inflexion dans cette circulaire, puisqu'on doit aussi prévenir les risques liés à la consommation.
Alors il y a quand même un paradoxe qui se rajoute à cet aspect-là, c'est qu'on a une étude qui a été menée par la FNESA, conjointement auprès d'Exapa et puis des SSR, qui a montré que la population des patients qui étaient pris en charge dans les structures sanitaires était parmi la plus sévère. C'est-à-dire que c'était des patients qui étaient plus âgés, avec des consommations plus intenses, des consommations qui avaient débuté plus précocement, avec des comorbidités psychiatriques plus fréquentes aussi, des hospitalisations en milieu psychiatrique plus fréquentes également. Et finalement, c'est cette population-là qui a le plus de potentiel à bénéficier de la RDR, en tout cas qui aurait le plus de bénéfices à profiter de la RDR. Et ça fonctionne. Et finalement, moi, je suis assez heureux de faire le lien avec la présentation précédente. Monsieur Delisle, tout à l'heure, a présenté succinctement, je pense faute de temps, une étude sur l'intérêt de respecter le choix initial du patient. On était sur un patient qui veut se tourner vers l'abstinence ou qui veut se tourner vers la consommation contrôlée. En respectant ce choix-là, on améliore l'alliance thérapeutique et on améliore aussi l'opportunité pour le patient de construire son projet de soins, et on s'aperçoit qu'ils ne restent pas forcément figés sur leur choix initial. Je rajouterai un petit bémol par rapport à cet aspect-là, c'est que chez les patients qui sont pris en charge en SSR et en court séjour en addictologie, c'est des patients parmi les plus sévères et donc ceux qui sont enfermés dans leur dépendance. Est-ce qu'on peut demander décemment à un patient qui, on les connaît tous, les patients alcooliques chroniques, isolés socialement, qui n'ont plus de milieu professionnel, qui n'ont plus même d'interaction sociale, est-ce qu'on peut leur demander de supprimer de façon élaborée, de façon raisonnée, la seule chose qui existe dans leur quotidien, c'est-à-dire la substance, et de la remplacer par rien? Et finalement, l'intérêt du SSR, est-ce que ce n'est pas justement de procurer, je vais essayer de me fixer quand même sur mon diaporama, est-ce que ce n'est pas l'intérêt de procurer une expérimentation de l'abstinence et finalement un délai pendant lequel le patient va pouvoir se libérer de l'aliénation du produit et réfléchir sur un projet à long terme, cette fois-ci qui pourra se tourner vers l'abstinence, mais qui pourra également se tourner vers la réduction des consommations et finalement intégrer à la fois l'abstinence et à la fois la réduction des consommations dans une perspective de RDR. Donc, ça, c'est peut-être une première approche. Une deuxième approche, c'est, j'ai envie de dire, la RDR. De fait, on est obligé de la pratiquer sur les milieux de soins de suite, de soins résidentiels, parce qu'on a des patients qui sont polyaddicts. Le profil des patients uniquement consommateurs d'alcool ou uniquement sur une seule substance devient extrêmement rare. On a la majorité des patients qui vont consommer un petit peu d'alcool, qui vont venir être très motivés pour arrêter leur consommation, mettons, d'alcool parce qu'ils sont conscients des dommages, mais qui vont être très réticents ou hostiles à arrêter une consommation de cannabis dont ils ne perçoivent pas justement les difficultés. Est-ce que chez ces patients-là, on doit tenir un discours un petit peu obtus ou cette fois-ci dogmatique, ou est-ce qu'on doit intégrer et finalement combiner les stratégies thérapeutiques, combiner l'abstinence pour une substance, combiner avec la réduction des risques pour une autre substance, et finalement adapter, personnaliser notre projet de soins par rapport à ces projets en milieu résidentiel. Donc finalement, on a une réalité, c'est qu'on a une réduction des doses qui est imposée par le résidentiel. Quelqu'un qui est hospitalisé va moins fumer, va moins consommer. Et le fait de remettre ces patients dans une perspective de réduction des risques, c'est également améliorer l'alliance thérapeutique. On va éviter que le patient cache ses consommations aux soignants ou simplement se rend compte que c'est coercitif et reprenne immédiatement derrière pour pouvoir le travailler et le mettre dans un parcours. On est donc dans cette perspective un petit peu ce que j'apprécie en médecine, c'est le principe du consentement libre et éclairé, c'est-à-dire qu'on lui donne les possibilités de réflexion et les possibilités de construction de son projet de soins et on le replace en tant qu'acteur finalement dans son projet de soins et non plus simplement à recevoir une information verticale. Cet aspect-là, on peut... Oh là, je ne suis pas bien mon diaporama. Donc, acteur dans son contrat de soins. Et finalement, un premier aspect, c'est qu'un lieu protégé des consommations, où on va éloigner le patient des consommations, où de fait, on va essayer quand même privilégier une abstinence au moins à un produit, c'est un endroit qui va pouvoir promouvoir un objectif de réduction des risques, mais peut-être sur un délai ou sur une perspective de temps différente. Et le patient, après son séjour résidentiel, pourra élaborer soit vers un projet de réduction des consommations, soit un projet vers l'abstinence.
Maintenant, la mise en pratique concrète de ce type de projet, ça impose aussi de revoir presque ces structures de façon fondamentale. Alors, dans le premier plan, je vais quand même être rassurant, c'est que ces perspectives-là, les SSR et les courts séjours n'ont pas attendu aujourd'hui pour les mettre en pratique. C'est une maturation qui est déjà initiée dans la plupart des SSR. Mais il y a quand même un écueil, c'est qu'on a une facilité, ça serait de garder une posture d'interdit, garder une posture en disant dans la structure, on n'introduit pas. Souvent, c'est une consommation égale un coût de semonce. C'est-à-dire, on reprend avec le patient, mais si une deuxième consommation, on va arrêter les soins. Ça, c'est souvent des contrats, des cadres qu'on va retrouver dans certaines structures. Et c'est un positionnement qui est surtout très confortable pour les équipes parce que c'est clair, ça ne permet pas de laisser trop de liberté ou en tout cas trop de possibilités aux patients de jouer la dissension au sein de l'équipe. Ça permet d'avoir un message qui est très très clair, mais ça ne permet pas d'adapter plusieurs profils de patients, plusieurs types de prise en charge dans une même structure. Comment est-ce qu'on peut combiner un patient qui va avoir un objectif de modération, notamment sur les sorties thérapeutiques, sur les temps hors les murs de la structure, et les patients chez qui on va prôner, on va convenir avec eux d'une abstinence totale. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on puisse élaborer un contrat de soins avec les patients qui soit individualisé et que ce contrat de soins prenne le dessus sur le cadre global de l'institution, ou en tout cas ne prête pas le dessus, mais permette de vraiment s'adapter aussi finement que possible sur le patient. L'enjeu, c'est également d'éviter de faire finalement une réduction des risques qui soit au jour le jour, qui ne soit pas sur un projet au long terme, et que finalement le patient choisisse tel jour je vais voter pour l'abstinence, le lendemain je vais consommer un petit peu, puis je dirais que c'est de la réduction des risques, et finalement se retrouver quand même sur quelque chose qui soit simplement un lieu de consommation. Ça, il faut rester sur un aspect thérapeutique au long terme. Alors, ça suppose également qu'on puisse donc définir ce cadre. Pourquoi j'en reparle du cadre, c'est que c'est quelque chose qui est d'autant plus précieux dans les soins résidentiels que les soins résidentiels ont un intérêt particulier, c'est de recréer un milieu social. L'un des avantages à faire vivre aux patients un séjour long, notamment en soins de suite réadaptation, c'est de pouvoir lui faire recouvrir ses capacités sociales, les faire redécouvrir, lui permettre de se confronter aussi à l'expérience de ses pairs, lui permettre de le convaincre de sortir un petit peu de son attentisme, de se revaloriser. Et finalement, ça, c'est un facteur essentiel dans sa motivation au changement. Et il ne faut pas se priver de cet aspect-là finalement en déstructurant complètement le cadre et finalement en ne permettant plus aux patients de se retrouver au sein du groupe. Donc il faut à la fois conserver une cohérence globale au niveau d'une structure de soins et en même temps permettre d'individualiser les prises en charge. Donc garder un univers cohérent. Le point de vigilance que je mettrai, c'est au niveau justement des RDR, c'est comment dire, on cherche avant tout à voir l'individu seul. On cherche à voir l'individu dans son histoire, dans sa perspective. L'objectif, c'est de le revoir dans sa trajectoire. Et c'est quelque chose qui va à l'encontre finalement du fonctionnement qu'on peut avoir dans certains SSR où on est davantage sur les activités collectives, sur la discussion, on va dire, sur la prise en charge globale des patients. Et il ne faut pas que la mise en place de la RDR aille à l'inverse du projet de soins. Voilà. Enfin, je dirais, sur un autre abord, complètement distinct, on peut parler de RDR au niveau individuel, je pense qu'on peut aussi l'aborder au niveau institutionnel. C'est-à-dire que quand on reprend la trajectoire d'un patient addict, c'est un patient qui va faire intervenir de multiples structures, qui va aller d'EXAPA, du médecin traitant, souvent un petit peu de consultation hospitalière, une consultation de liaison aux urgences, adressé sur un soin résidentiel, puis transféré sur un soin de suite et réadaptation. Et ces patients-là, on sait qu'à chaque interface entre ces services, c'est un point de faiblesse, c'est un point de vulnérabilité où on risque de perdre le patient. Et finalement, est-ce qu'une forme de réduction des risques, ce n'est pas en soi de consolider
la communication et l'interaction entre ces différentes structures. Est-ce que, par exemple, le fait d'avoir un patient qui va avoir un projet de soins élaboré en XAPA et que ce projet de soins soit remis en question une fois que le patient est admis en soins résidentiels complexes, puis une nouvelle fois détricoté pour souvent aboutir à une même conclusion lors d'un SSR, ça c'est un défaut de communication. Et est-ce qu'on ne devrait pas travailler sur une meilleure communication? C'est déjà ce qui se fait, mais je pense qu'il y a des pistes qui sont importantes, notamment ce qu'on appelle les postes ménisques, le fait d'avoir des professionnels de santé qui soient mutualisés entre plusieurs structures, avoir un intervenant à la fois en XAPA et à la fois en SSR, quelqu'un qui fonctionne à la fois sur un soin résidentiel court séjour et sur un SSR, par exemple. C'est des éléments qu'on met en place, qu'on a mis beaucoup en place sur Dijon, et je pense que c'est un aspect qui montre des résultats très intéressants sur la rétention aux soins des patients, je dirais. L'objectif. Pardon ? Il vous faut conclure. D'accord. Eh bien, écoutez, c'est la conclusion. Je dirais que le message principal, parce qu'on est obligé quand même de condenser, c'est qu'un séjour en résidentiel complexe, en soi, c'est un endroit qui doit permettre d'avoir un objectif de réduction des risques à long terme. Et permettre à un patient de vivre l'abstinence ou une période d'abstinence, période d'éloignement du produit pour réfléchir à un projet à long terme de réduction des consommations, c'est une chance et c'est surtout le libérer d'une certaine forme d'aliénation. Est-ce que, et je conclurai sur ça, est-ce qu'on dit souvent qu'envoyer un patient en post-cure, c'est l'éloigner de sa famille et finalement c'est le priver de son réseau social, c'est l'isoler encore plus. Est-ce que c'est pas l'inverse? Est-ce que le pire, c'est pas de le laisser dans son isolement social, le laisser dans son logement seulement sans l'alcool? Et est-ce que le faire vivre une expérimentation sociale sur un SSR, c'est pas finalement davantage de liberté? Voilà. Merci beaucoup.